chez vous. Nous vous apprécions sur l'incarnation des Sud-Africains. La dernière fois qu'on a parlé, vous avez dit l'importance du bal, c'est de montrer que l'Africain a un potentiel. Déjà, l'Africain a un potentiel. Comme nous fait savoir d'autres personnes, c'est carrément faux. En tout cas, merci pour ce que vous faites pour le Sénégal et pour l'économie numérique. Parce que le bal, ça a créé des emplois directs et indirects. Et j'en connais des personnes qui en ont bénéficié de vos services. Et ils sont procurés en se disant que la BAL m'a offert un billet. Parce qu'avec l'argent là, j'ai bien préparé la fête de Tabaski. Nous disons merci beaucoup au nom de tous ces jeunes. Merci pour tout ce que vous faites aussi. On suit le développement, on suit le progrès. C'est ça. Vraiment, un chapeau à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Allez. Merci. Et félicitations pour la BAL. L'organisation de spectacle. Merci. Félicitations pour tout ce que vous faites. Et on espère qu'il y aura un match de NBA bientôt ici à Dakar. Inch'Allah, tout est possible. Merci pour le soutien. C'est votre première fois in United? La première fois. Okay. Nice. Yeah, I took to Salam in September. September, yeah. He tell me you guys make in New York, right? Yeah. On n'hésite pas bien que mal. Oui. Et vous aussi, on vous félicite. Hein. On a suivi beaucoup d'enthousiasme. Le tournoi, là, bien, cette fois-ci, I think it went pretty well. And a lot of crowd. Hein? On construit. Yeah. Le soutien de tout le monde aussi. Exactement. Parce qu'avec Salam, on a discuté de partenariat allemand. Effectivement, je pense qu'on avait commencé les discussions. Ouais. De toutes les façons, nous, on est là. Hein, on est là pour vous soutenir. Hein, toutes les initiatives, tout ce qui peut. Any way we can help, we are ready to do it. So. Good. Senegal is for Senegalese people and African people, so I see that. You'll be. That's why I always say we've been around for 25 years almost. Yeah, no. When we were in New York, Salam gave me the whole story. Yeah, exactly. So it's another, I guess, just proof that things can be done. Absolutely. When people are committed. Yeah. It's not always easy, but you have a vision, you believe in it, and you work for it, and then you're surprised. And luckily we have a good team, a lot of young folks. I feel so old working. It's pleasure. Yeah, he just joined. Yeah. I didn't know that. We had a small issue with some ticketing and stuff, and he was very helpful, and I hope that he took care of it. Yeah. Very, very professional, very good guy. Yeah, no, we have a young team too. Yeah, that's good. So they come from all over Africa. That's good. Many of them in the diaspora. This was Coming an back, opportunity for them to come back. I think it's time to come back. There's a lot of things to do. Monsieur Fall, Monsieur Fall,
Merci. Allez, j'avais l'impression. je me disais bien que lui devait s'occuper des finances. Et bien protéger. C'est important. En tout cas, mes encouragements pour le travail et surtout votre soutien pendant notre Sahara Conference. Bon courage et j'espère qu'on va finaliser ce parcours. Ravi de vous retrouver, chers internautes de Seneweb TV, seneweb.com. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui le président de Ligue africaine de basketball. Il est également le fondateur de Seed Academy. Alors, Monsieur Fall, bonjour. Bonjour. Voilà. Je vais être accompagné également de mon confrère Ousmane Diko. On va partager le plateau ensemble. Diko, bonjour. Bonjour, Dasso. Voilà, Monsieur Fall, nous allons démarrer l'entretien. Vous pouvez revenir sur votre parcours? Mon parcours, je suis né à Kaolack. J'ai fait l'école primaire à Tivaouane jusqu'au BFM. Je suis venu à Dakar, au lycée Vanvo à l'époque, le lycée Lamine Gueye. Le nom avait changé, je crois, quand on était en classe terminale. Après, j'ai fait 2 années à l'université Cheikh Anta Diop avant de partir. J'ai fait des études de sciences naturelles. Quand je suis parti en Amérique pour jouer au basketball au collège, et je rêvais de faire des études de médecine après. En tout cas, ce qui s'est révélé très vite pour moi, c'est que le sport pouvait être un outil extraordinaire de développement au niveau individuel et aussi pouvait être un outil de développement d'une communauté et surtout par rapport à l'Afrique. Je pense que c'est ce cheminement qui m'a toujours préoccupé. Et voilà, j'ai eu une carrière de basketteur au niveau universitaire, mais très vite j'ai compris que c'était pas justement, je n'allais pas faire une grosse carrière ou j'allais être dans le Hall of Fame après. Et bon, je me suis reconverti très tôt. Et voilà, mais le sport m'a toujours tenu, et c'est la raison pour laquelle j'ai shifté avec l'intention de faire des études de médecine pour revenir, parce que j'ai trouvé une voie pour utiliser le sport, pour accomplir les mêmes objectifs qui me poussaient à vouloir faire des études de médecine, parce que j'étais inspiré par Médecins sans frontières en étant jeune. Ce que ces médecins faisaient, aller dans des endroits où il y avait un besoin social d'aider des gens nécessités. Et je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de la pratique de la médecine comme science ou comme métier, mais c'était surtout l'aspect de développement communautaire, cet aspect philanthropique, cet aspect humanitaire qui m'attirait plus vers la médecine. Et j'ai trouvé que le sport pouvait être un outil pour justement servir dans ce sens-là. Président, vous avez allié, si je peux comprendre, les sports
le sport et les études, contrairement à ce que beaucoup de jeunes ne font pas actuellement. Alors, quelle est l'importance d'allier ces deux-là, parce que tout le monde ne peut pas réussir au sport? Il est extrêmement important parce que je pense que pour un jeune, un garçon comme fille, il est extrêmement important que surtout pour les premières années, d'avoir une base. Et je pense que l'éducation est la voie la plus indiquée et la plus naturelle pour mouler, pour former cette jeunesse. Et je parle d'éducation au sens large. D'abord, d'apprendre à être structuré, à respecter ou aller dans la vie avec un plan. Parce qu'à l'école, vous savez que vous devez être à l'école à 8 heures, vous sortez à midi, il faut y retourner, il y a des devoirs à faire, etc. Je pense que ce sont ces attributs-là qui font qu'il est extrêmement important que les jeunes aillent à l'école. Et aussi, pour nous, on a découvert que, contrairement à la pensée générale, ici, je sais que quand je jouais, je pense que je ne pense pas qu'un membre de ma famille m'ait vu jouer au basket, parce que c'est pas que ça les intéressait pas, mais c'est juste, je pense, c'était pas dans la nature des choses de voir au contraire, même certains parents dissuader les jeunes par rapport à la pratique du sport, parce qu'on pensait que ça allait nuire ou ça allait enfreindre à le rendement scolaire, alors que c'est tout à fait le contraire. Je pense que les exemples sont nombreux. D'abord, si c'est bien structuré, il y a un moyen de s'assurer que la performance sur le terrain aussi soit liée à la performance dans les salles de classe. Il faut avoir une certaine moyenne pour pouvoir continuer à pratiquer un sport. C'est le modèle aujourd'hui que vous indiquez aux jeunes Sénégalais? Absolument. C'est le modèle sur lequel nous avons, à travers lequel nous nous sommes formés, nous avons grandi, on l'a vu fonctionner. L'Amérique est basée sur ça. Les lycées, les universités sont les antichambres de toutes ces ligues professionnelles, que ce soit la NBA ou la Major League Baseball ou le NFL. C'est d'abord ces vedettes que vous voyez à la télé, ils sont d'abord des superstars au niveau universitaire. Et c'est des gens, Magic Johnson ou Michael Jordan, toutes ces grosses vedettes-là, ils sont des diplômés universitaires. Et c'est pourquoi aussi ce n'est pas un hasard, quand ils finissent de jouer, on les voit se reconvertir et ils deviennent propriétaires de grosses entreprises. Isaiah Thomas, on peut citer une longue liste de toutes ces grosses vedettes qu'on a vues, qui nous ont fait rêver par leurs images, par leurs prouesses sur le terrain, mais aussi c'était de gros entrepreneurs, parce que je pense que cet esprit de compétition qui est inné chez l'athlète peut se traduire dans toutes les autres phases de la vie. Et c'est pourquoi il est extrêmement important d'encourager les jeunes à pratiquer le sport, pas seulement pour devenir El Hadj Diouf ou d'autres vedettes dans les différents sports. On veut des El Hadj Diouf, on veut toujours des Sagana Diop, Joel Embiid, etc. Mais aussi, il y a énormément d'autres choses. Oui, c'est vrai, je n'ai pas joué une seconde dans la NBA. Il n'y a rien qui prédisait que voilà, je ferais ce que je suis en train de faire. Mais cela montre qu'il faut juste prendre la voie. Et c'est pourquoi nous cherchons toujours à ouvrir cette voie à un maximum de jeunes possible. Parce que, oui, il y aura des athlètes de très haut niveau sur le terrain qui peut-être signeront des millions de dollars de contrats. Mais aussi, il y aura des millions de jeunes qui vont devenir professionnels dans beaucoup d'autres domaines. Et c'est ça qui va faire grandir et construire nos communautés en Afrique. Cela montre qu'il est bien possible de cumuler les deux, c'est-à-dire études et sport. Alors, on va parler un peu de la balle. D'où vient l'idée de la création? Alors, la Basketball Africa League,
comment dire, c'est l'aboutissement de plusieurs décennies de travail. Et les exemples qu'on a donnés, je dis toujours, d'abord, par rapport au cheminement, j'ai commencé chez les Dallas Mavericks en 1998. Et puis après, 10 ans plus tard, on a ouvert la NBA, m'a débauché de Dallas pour ouvrir les bureaux de la NBA en Afrique du Sud. Parce qu'on avait commencé un programme qui s'appelle Basketball Without Borders, c'est Basketball sans frontières, pour la première fois en Afrique. Et on s'était inspiré d'activités que j'avais vues dans d'autres parties du monde, parce que mon travail à Dallas, je voyageais partout pour détecter du talent, pour essayer d'organiser notre roster. Et ce que je voyais, que ce soit en France avec l'INSEP, où les meilleurs jeunes Français étaient recrutés, inclus ceux des Dom-Tom, sont mis à l'INSEP, Tony Parker, Boris Joe, Ronnie Touriaf et tous ces jeunes ont grandi au niveau de l'INSEP. Je vais, que ce soit en Serbie, des équipes comme Red Star ou les Partisans de Belgrade, ils étaient connus pour former de jeunes joueurs. En Espagne, avec l'équipe de Victoria qui allait en Amérique latine recruter des jeunes talents argentins ou brésiliens, les amener en Espagne, en faire des professionnels. Et c'était aussi une manière pour eux de capitaliser et de générer de la valeur pour eux. Alors, j'ai observé tout cela et je sais qu'en Afrique, on avait le talent qu'on a ici n'existe nulle part ailleurs. Mais ce talent s'exportait, ça bénéficiait à d'autres parties du monde. Alors, on a commencé à dire que la plateforme que j'avais, être dans la NBA, travailler avec l'une des équipes qu'on a aidé à bâtir du vraiment bas du tableau à devenir une équipe qui gagnait 50 matchs par saison entre 2000 et quand je suis parti en 2010, fin 2009. J'ai voulu vraiment voir comment, et puis aussi mon expérience personnelle, ce que le basketball, le sport m'a permis de réaliser, comment transférer, essayer d'impacter d'autres jeunes. Et je pense que le focus a toujours été de nous assurer que le patrimoine le plus important de notre Afrique, c'est cette jeunesse qu'il faut éduquer, cette jeunesse à qui il faut inculquer des capacités de vie courante, leur donner l'envie d'avoir de grosses ambitions. Et c'est pourquoi on s'est attelé à influencer la NBA à venir en Afrique pour investir et faire ce qui se faisait dans d'autres parties du monde. Alors, on a lancé Basketball Without Borders en 2003. Et après 2010, c'était la nécessité d'ouvrir des bureaux. Je suis parti de Dallas pour venir ouvrir les bureaux. Mais tout cela, je tiens à souligner que le précurseur, c'est la fondation SEED qu'on a créée en 1998. C'est le blueprint que nous avons utilisé pour dérouler maintenant toutes les étapes de ce qu'on a pu construire au nom de la NBA de 2003, disons 2010, lorsque nous avons ouvert les bureaux. Mais il y a eu beaucoup de cheminement parce qu'au départ, on n'est pas venu ouvrir les bureaux et dire que commençons par lancer une ligue professionnelle de basketball. On s'est focalisé sur les fondamentaux. Il fallait rendre le sport accessible pour accroître le nombre de participants, qu'il y ait plus de jeunes garçons comme filles qui ont de la passion, qui ont du talent pour qu'ils puissent accéder à ce jeu. Ce qui fait que le sport va rester le sport, le football, disons, va toujours être le sport numéro 1, certainement en termes de participation, parce qu'on peut le pratiquer n'importe où. On n'a pas besoin de grosses infrastructures pour commencer. Alors, ce qu'il fallait, c'est de rendre le jeu accessible. C'est à quoi nous nous sommes attelés. Après, il y a eu d'autres étapes. On a organisé des matchs NBA en Afrique du Sud en 2015 et puis en 2017 et 2018 où Team Africa contre Team World, on a amené les joueurs africains dans la NBA à jouer contre d'autres joueurs de la NBA qui venaient de partout. On a lancé la NBA Academy Africa où on devenait beaucoup plus intentionnel en termes de
repérer, détecter du talent et développer ce talent pour en faire des professionnels. Ça, c'est nouveau. Mais avant, c'était surtout le focus sur l'accessibilité de ce sport. Alors, je dis qu'il y a toutes ces étapes-là qui ont maintenant abouti à la formation de la Basketball Africa League. Parce que maintenant, c'était en 2019 qu'on a lancé la Ligue à Charlotte lors du All-Star Weekend avec Michael Jordan dans la salle. Et c'était un symbolisme énorme parce qu'on s'était dit que maintenant, il était temps de trouver un moyen de créer une plateforme où le talent africain peut s'exprimer sur le continent africain et, chemin faisant, créer une industrie autour du basketball qui va générer de l'emploi, qui va influer et amener les pouvoirs publics et privés à développer des infrastructures sportives de classe mondiale pour pouvoir attirer de gros événements. Dakar Arena, comme Kigali Arena, qui abrite aujourd'hui près de 200 événements par an, vous voyez ce que ça fait en termes de promouvoir la destination. C'est pourquoi le Rwanda Development Board, qui est notre partenaire depuis le début, l'a compris. Ils ont investi à nos côtés, justement parce que ça va apporter de la valeur économique, de la valeur en termes de branding de leur pays. Tous les gens qui vont se déplacer à Kigali pour nos finales le week-end prochain. Et c'est la même chose que nous faisons au Sénégal, qu'on a fait en Afrique du Sud et au Caire, et qu'on va chercher à développer dans d'autres coins de l'Afrique. On parle souvent de la BLL, initiée par la NBA. Beaucoup pensent que c'est une plateforme pour dénicher un peu des talents pour la NBA. Alors, est-ce que l'objectif de cette ligue, ça se limite à ça ou bien ça développe? L'objectif n'a jamais été la détection de talent parce que, tenez-vous bien, Hakim Olajuwon, c'est l'un des meilleurs à jamais porter des chaussures de basket de tout le monde. Vous demandez à Shaquille O'Neal ou tous ces grands, c'est le gars, c'est l'exemple qu'ils vont citer. Évidemment avec Karim Abdul-Jabbar, mais il est ici de l'Afrique. Dikembe Mutombo, c'était l'ambassadeur mondial de la NBA, Manute Bol. C'est des joueurs qui sont retrouvés en NBA sans qu'il y ait aucun effort de détection sur le terrain. C'est-à-dire que la NBA est la seule ligue au monde qui peut dire de manière légitime que les meilleurs joueurs de notre sport, le basketball, se trouvent dans la NBA. C'est que ce soit les Manu Ginobili, Yao Ming ou Tony Kukoc, les Marcelonis qui sont venus de partout dans le monde, ils se sont retrouvés en NBA. Juste pour dire que la NBA pouvait dire qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à aller parcourir, faire des efforts pour construire des terrains. De toute façon, les meilleurs joueurs viendront toujours dans notre ligue. Mais on a commencé à dire que je pense que notre statut de top basketball league dans le monde, je crois, devrait nous obliger à vraiment investir pour continuer à étendre le réseau, pour que plus de jeunes participent à notre sport. C'est pourquoi la Dream Team, en 1992, avait vraiment commencé cette ouverture vers le monde où maintenant, et vous avez vu après, la prolifération de jeunes superstars qui sont venus de l'Allemagne avec Dirk Nowitzki, par exemple, de l'Espagne avec les frères Gasol, du Brésil, Thiago Splitter, de la Chine, de l'Argentine, etc. Et pour nous, on voulait que l'Afrique occupe sa place, que les gens ne se retrouvent pas en NBA juste par le hasard. C'est ce qui s'était passé au moins, presque avec Hakim. Il vous raconte son histoire, il y a un coach américain qui était venu dans son école à Lagos, parce que lui, c'était un goal de handball, qui a commencé à introduire le basketball. Et 6 mois plus tard, il se retrouve à Houston. Et puis après, l'histoire est dit. Il était premier choix de la draft de 1984 devant Michael Jordan. Dikembe Mutombo, c'est pareil. Il est allé à Georgetown, pas pour une bourse pour jouer au basket, mais c'était pour faire des études de pré-médecine. Alors c'est juste pour dire que détecter du talent n'a jamais été l'objectif premier, mais on s'est dit que si on crée un environnement où les jeunes ont une opportunité de participer, de jouer au basketball,
qu'on développe de l'expertise locale, des coachs, de l'infrastructure, le talent va émerger. Et je pense que c'est ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard que peut-être ces 2 dernières décennies, le nombre de joueurs africains dans la NBA continue à s'agrandir. Et ce n'est pas seulement que des joueurs qui viennent faire de la figuration, mais on parle de MVP de la Ligue, Joel Embiid, l'année dernière. Les Giannis Antetokounmpo, ouais, on a beau dire il est né en Grèce, mais bon, il est de parents nigérians. Et il y a Pascal Siakam qui est camerounais, certains de ces jeunes gorgisidiens qu'on connaît ici, qui sont passés par les camps que nous organisons, au-delà, après CID même, c'est Basketball Without Borders. Voilà, c'est que pour nous, l'idée c'était de créer un cheminement où le jeune peut commencer à participer au sport, peut se développer ici même sur le continent et aller en NBA parce qu'il y a une valeur commerciale extraordinaire qui doit être, des retombées pour les pays d'où ils viennent. Mais on est sur cette progression. Alors c'est juste pour dire qu'il y ait des joueurs qui émergent dans la NBA, c'est un byproduct, c'est une conséquence logique du travail qui est fait pour donner à un maximum de jeunes l'opportunité d'être exposés à ce sport. Vous avez pour commencer par 12 équipes. Est-ce qu'on peut s'attendre à 16, 18, voire 24? Et aussi une ligue pour les dames aussi, parce que le basket féminin ici au Sénégal, c'est très attractif. Non, absolument. La demande est là. Si on voulait aller à 24 équipes aujourd'hui, les équipes sont là. Mais il est important d'être très méthodique et puis de ne pas brûler les étapes. Il y a un projet, il y a un produit à peaufiner. C'est la 3e fois que nous venons à Dakar avec notre Sahara Conference et chaque année on a franchi un palier avec des objectifs différents pour chaque année et nous sommes très encouragés pour ce que nous voyons. Il y a une demande pour élargir et ça va se faire vraiment dans un futur proche. Mais aussi il y a un modèle à revoir parce que pour le moment nous prenons tout l'investissement sur nous. Tout est pris en charge, le transport des équipes, l'hébergement, l'organisation dans les salles et tout. Alors, mais on est confiant que dans quelques années, on pourra bénéficier du soutien de compagnies parce que pour nous, on est venu avec certains de nos partenaires mondiaux comme Nike ou Brand Jordan ou Wilson, mais aussi on a pu attirer des partenaires de la place. Mais c'est vrai qu'il y a un travail encore à faire pour en attirer d'autres. Et je suis sûr que, en tout cas, c'est les commentaires qu'on a reçus de beaucoup de ces CEO d'entreprises qu'on avait invités, qui sont venus à Dakar Arena, qui sont repartis vraiment très enthousiastes pour reprendre des discussions qu'on a eues ces quelques années. Et pour moi, je vois un débat. Pourquoi les entreprises de la place ne soutiennent pas? Il n'y a pas de problème, parce que pour nous, l'expérience est le meilleur vendeur ou le meilleur teacher. Et on les invite, on leur montre ce qu'on sait faire et je suis sûr qu'ils vont venir. À côté, il y a aussi certains dirigeants sénégalais qui prônent que les recettes des sponsors devraient aussi, en quelque sorte, retomber dans les caisses. Non, moi je pense que c'est une manière très simpliste de poser le débat. Au contraire, je me dis que la marée haute soulève tous les navires. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre le spotlight sur le basketball. Qu'on fasse ce qu'on a fait à Dakar Arena, ça va forcément avoir des effets d'entraînement sur le basketball local. Et c'est notre objectif. Tout ce que nous faisons, les cliniques que nous faisons quand nous sommes là, les formations des entraîneurs, les équipements, tous ces programmes que nous organisons, nous réfectionnons des terrains. Nous avons même des ambitions j'en parlais hier avec le président de la
Fédération sénégalaise de basketball, qui est venue nous rendre visite à SIL Academy à Thiès, que réfectionner un endroit mythique comme Maris Ndiaye, ça peut être dans les cadres. Il y a des moyens de vraiment, avec le cachet que où il y a la visibilité que nous allons continuer de donner au basketball. Je pense que ça va être plus facile pour tout l'écosystème du basketball, parce que notre objectif, c'est de construire tout l'écosystème du basketball, de développer une industrie autour du basketball. Je pense que ça va bénéficier tout le monde. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Il y a de la place parce que, bon, on parle, par exemple, de différents niveaux, n'est-ce pas? Et notre engagement est global. Et nous attirons des sponsors mondiaux qui ont besoin d'un certain degré de visibilité. Nos matchs sont retransmis dans 214 pays à travers le monde et dans 17 langues, dont le Wolof. Et là, pour la première fois, les matchs étaient, je pense, aussi bien retransmis à la 2STV et à la RTS. Et nous sommes là avec vous, nous cherchons à développer des partenariats qui vont aller au-delà de ce qui se fait sur le terrain. On parlait tout à l'heure avec Daouda. Peut-être que beaucoup de gens n'ont pas eu l'opportunité de voir la fan zone qui était en dehors du terrain. Mais franchement, moi, c'était mon endroit favori parce que voir des enfants, des gens de tout âge s'amuser, il y avait des boutiques, des food trucks, il y avait des jeux pour tout le monde. Et c'est ça, l'idée, c'est de créer tout cela autour du basketball. Pour moi, ce n'est pas des choix à faire, je pense que... Et puis, nous sommes directement intéressés pour voir le basketball local, ici au Sénégal, se développer au même titre que l'engouement que nous voyons pour la Basketball Africa League, parce que nous sommes une Ligue des champions. C'est-à-dire que plus les championnats locaux, les championnats nationaux sont forts, plus notre Ligue va être forte. Ça veut dire que nous allons avoir des équipes plus fortes. Et je vois déjà beaucoup d'équipes. Ce n'est pas seulement qu'au Sénégal, c'est partout, au Nigeria, au Cameroun, etc. Beaucoup d'équipes s'organisent parce qu'ils veulent gagner le championnat pour avoir l'opportunité de venir dans la Basketball Africa League. C'est juste en un mot pour dire que, on est dans le même combat, mais ce n'est pas que les entreprises ou l'État doivent choisir entre la balle ou entre la fédération locale, parce que nous nous préoccupons de l'état de santé du basketball local. D'accord. Une question avant de passer, parce qu'on voit dans la Ligue des Nigérians, des Nigériens, des Ivoiriens qui n'évoluent pas forcément, peut-être par exemple à l'AS Douanes. Est-ce que les gens peuvent un peu comprendre les règles et comment ça se passe pour que... Oui, absolument. Alors, notre Ligue a comme objectif d'abord de promouvoir le talent africain. Alors, ce qu'on a fait, c'est un règlement qu'on a un peu altéré cette année. Pour chaque roster de 12 personnes, 12 joueurs, on a sur les 12 joueurs, 8 joueurs qui doivent être des joueurs locaux, c'est-à-dire que du pays. Après, les 4 joueurs peuvent être d'autres pays. Mais parmi ces 4 joueurs, il faut que 2 soient d'autres pays africains. Et les 2 autres peuvent venir de n'importe où. Cette année, parce qu'il y a beaucoup de talents africains ils sont en NCAA, ils font leurs études, ils finissent et ils n'arrivent pas à trouver de ligue pour continuer leur carrière. Pour nous, on veut qu'ils aient l'opportunité de revenir jouer sur le continent. Alors, on a augmenté le nombre de joueurs africains qui peuvent venir. On est passé de 2 à 3 ce qui veut dire que chaque équipe maintenant peut avoir 5 étrangers. Mais parmi ces 5 étrangers, c'est 3 Africains et 2 autres qui peuvent venir de n'importe où. Maintenant, je vois qu'aussi beaucoup de pays décident d'amener 5 Africains, inclus des gens de la diaspora. Quand il y a beaucoup de jeunes qui sont nés en France, de parents sénégalais ou maliens, et aussi il y en a au Canada, en Amérique, de Nigérians, etc., qui reviennent jouer dans la Ligue. Alors c'est vraiment pour donner l'opportunité aux talents africains
d'être exposé, de s'exprimer. Justement, nous avons assisté la semaine passée à la conférence de Sarah. Quel bilan peut-on tirer de cette conférence? En plus de ça, quelle est la conférence la plus rentable? Alors, pour nous, la 4e saison qui n'a pas encore fini, on commence nos playoffs et les finales le 24 mai à Kigali, continue de démontrer ce momentum, ce progrès qu'on a vu chaque saison. On a lancé, c'était le 9 mars dernier à Pretoria, en Afrique du Sud, où on a amené la Basketball Africa League. Pour la première fois, c'était déjà l'une des innovations parce qu'on avait avant 2 conférences de 6 équipes. La conférence de Sahara qui s'est jouée ici et la conférence du Nil qui s'est jouée au Caire. On a ajouté une 3e conférence de Kalahari et on nomme ces conférences, on leur donne le nom de lieux emblématiques en Afrique. C'est pour aussi continuer à pousser notre continent sur la scène mondiale. Et alors à Pretoria, vraiment, c'était phénoménal. On a joué à guichet fermé tous les matchs de week-end. L'Afrique du Sud, c'est un pays où on est revenu vraiment full circle parce que beaucoup de nos activités ont commencé là-bas. Le commissionnaire David Stern, en 1993, est allé rendre visite au président Mandela avant qu'il était sorti de prison, avant les élections en 1994. On a lancé Basketball Without Borders Africa Camp là-bas en 2003, on a ouvert le bureau en 2010, etc., etc. Les Africa Games dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors il y a beaucoup de travail qui a été fait. C'est pourquoi avoir cette ligue, venir là-bas pour la première fois et voir l'engouement et le soutien populaire qu'on a eu, les performances qu'on a eues des artistes, surtout des stars du Amapiano, parce que ce que la ligue fait, c'est de trouver ces symbioses dans toutes les industries créatives. Et c'est ce qu'on a fait pour lancer la saison au Sunbelt Arena à Pretoria. Après, on est allé au Caire, au Hassan Mustafa Indoor Sports Complex, pour la 3e fois, avec la conférence du Nil. Des matchs vraiment très compétitifs. Je pense que ça a été une constance pour démontrer que le niveau de la compétition continuait à se développer. On est venu à la conférence du Sahara. Jusqu'à la dernière journée, il n'y avait que l'équipe des Rivers Hoppers qui était assurée de sa qualification. Et juste pour dire que la compétitivité entre les équipes, l'année dernière, lors de la saison 3, à la fin, on avait 5 équipes sur 6 qui avaient fini avec le même nombre de victoires et de défaites. Il fallait aller vers les goal difference pour les séparer. Cette conférence du Sahara a été extrêmement compétitive. Je pense que ça a créé le plus de suspense. Mais aussi Dakar Arena est l'arena la plus grande. C'est ce qui me donne le plus d'anxiété parce qu'il faut la remplir, il faut créer cette ambiance. Mais on sait toujours pouvoir compter sur vraiment l'amour des Sénégalais pour le sport et puis surtout pour leurs équipes parce que le public est venu nombreux tous les jours de match. On a joué à guichet fermé 4 sur les 6 jours de match. Et on a eu de la compétition, tous les artistes qui se sont produits, vraiment le retour qu'on a aussi des spectateurs et même des gens qui n'étaient pas venus au terrain mais qui ont suivi les compétitions, même d'autres parties du monde. C'était un succès retentissant ici à Dakar, mais ça ne veut pas dire que aussi ailleurs, on a eu aussi beaucoup de succès à Pretoria, et au Caire, et nous sommes vraiment très enthousiastes par rapport à ce que nous allons voir à Kigali lors de nos finales du 24 au 1er juin, du 24 mai. Vous avez parlé, voilà, effectivement, vous avez parlé de la conférence du Nil qui ne fait pas le plein maintenant. Envisagez-vous de tendre la perche à un autre? Alors, pas pour singulariser la conférence du Nil, mais nos objectifs restent toujours de détendre le maillon, d'essayer de donner à un large éventail de supporters l'opportunité de vivre cette expérience en direct. Alors c'est toujours dans nos cartes d'explorer
d'autres pays. Le succès qu'on a eu en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud veut accueillir à nouveau la Basketball Africa League pour la saison 5. Nous avons fait des visites de reconnaissance en Angola, qui est un très grand pays de basketball. Historiquement, les critères, non, c'est sûr, les critères d'abord des infrastructures. Il faut avoir une salle d'un certain standing. Si le Nigeria avait une salle, on serait là-bas, parce qu'évidemment c'est le pays le plus peuplé, il y a tous les autres atouts. Mais alors, pour revenir sur les critères, d'abord l'affinité, l'amour du public pour ce sport, pour le basketball. Est-ce qu'on va drainer du monde dans les salles? Est-ce qu'il y a une salle de standard mondial qui peut abriter l'expérience que nous voulons produire dans la salle? Est-ce qu'on peut avoir un soutien économique, d'abord aussi bien du secteur privé que du secteur public? On va au Rwanda, on a commencé là-bas en 2021, on avait fait un partenariat sur 3 ans qui a été renouvelé sur 5 ans le mois de juin dernier, c'est-à-dire que le pays voit l'apport que l'organisation de cet événement induit. Et les autres pays aussi, c'est pareil. Là, on va être beaucoup plus pointilleux sur où on va aller, parce qu'au bout du compte, l'investissement lourd que nous sommes en train de souscrire, il nous faut, à un certain moment, commencer à l'amortir. Alors, des pays comme le Maroc, la Tunisie... Effectivement, est-ce que vous pensez que le Nigeria ainsi que le Maroc, ils sont des candidats sérieux pour les finals de l'année prochaine, d'autant plus que cela ne se tiendra pas à la fin de la saison, oui, c'est une certitude que les finales ne seront pas organisées à Kigali, bon, sauf exception. Si on ne trouvait pas autre chose de meilleur ou de comparable, oui, peut-être. Mais en tout cas, de manière contractuelle, nous sommes libres d'amener l'expérience des finales ailleurs. Alors, pour les pays qui sont intéressés, oui, au-delà du Nigeria, au-delà, je veux dire, de l'Angola, du Maroc, il y a aussi d'autres pays que nous allons examiner. Pour le moment, le Nigeria n'a pas... Il y a un aréna qui se construit, mais elle ne sera pas prête pour la saison 5. Avant de passer à... D'accord, vas-y, allez-y. Une question par rapport à l'impact de la BAL sur le basket africain. Si on sait que l'Afrique a d'énormes problèmes, surtout sur le plan mondial, de dépasser au moins les premiers tours. Alors, quel est l'impact et qu'est-ce qu'il peut apporter à nos équipes africaines? Alors, moi, je pense que l'impact, en mettant ce spotlight-là sur le basketball africain, en vraiment occupant la scène du basketball mondial. En ce moment, ce sont les playoffs en Amérique. C'est la partie la plus excitante de la saison NBA. Il y aura un Final Four pour l'Euroleague, je pense, vers la fin du mois. Et tout ça, nous sommes là, avec la Basketball Africa League, des clubs africains, des joueurs africains, et aussi du talent qui vient de partout dans le monde, ont choisi de venir jouer dans des clubs de l'Afrique. Alors, parce que nous avons l'opportunité d'allier l'expertise et en termes de best-in-class manière, expertise de la NBA en termes d'opération et aussi de production, de commercialisation d'un produit sportif. Et être sur la scène mondiale en cette période, je pense, est un grand pas pour le basketball africain, parce que aussi ce que nous apportons au niveau organisationnel, ici par exemple, au niveau du Sénégal, nous travaillons étroitement avec la Fédération sénégalaise de basketball pour travailler dans la formation non seulement des entraîneurs, parce que nous organisons des cliniques d'entraîneurs ici, mais aussi la formation de cadres qui sont dans l'équipe qui organise la Basketball Africa League. Ils sont là dans les opérations à différents niveaux. Certains sont des
avec des équipes, d'autres sont dans l'événementiel, certains aident avec le management de la presse et tout cela. Et aussi, surtout, la presse locale avec qui nous avons toujours entretenu de très très bonnes relations et nous continuons à essayer de trouver des moyens de leur donner l'opportunité aussi de parfaire, de se parfaire dans leur domaine. Et aussi le fait que, et je pense qu'il y a un autre palier à franchir, les jeunes Sénégalais ou d'autres pays qui partent jouer dans d'autres championnats, qui reviennent pour jouer dans des clubs, pour compétir dans la Basketball Africa League. Maintenant, l'autre palier, c'est qu'après la Basketball Africa League, il faut que nos clubs maintenant trouvent les moyens de retenir ces talents pour qu'ils jouent dans les championnats nationaux. C'est ça qui va relever le niveau. À ce niveau, il y a un problème financier qui se pose. Certains même posent souvent la question de savoir est-ce que les vainqueurs ou bien ceux qui participent à la Basketball Africa League ont des retombées qui leur permettent d'assurer ça. Tout le monde a des retombées. Dès l'instant que je vous dis que toutes les 12 équipes sont financées au même niveau. Au début, il y a une contribution financière qui les aide dans le recrutement, etc. Mais aussi, il y a la couverture de tous leurs coûts. Et je dis tous leurs coûts. Le vainqueur, c'est des informations que vous pouvez trouver, mais il y a un prix pour le vainqueur, il y a un prix pour le deuxième, il y a un prix pour le troisième, il y a un prix pour le quatrième. Toutes les équipes qui montent sur le podium, au-delà du fait que toutes leurs dépenses ont été couvertes, ils vont avoir des prix. C'est des prix que je sais qui peuvent leur couvrir pendant plusieurs saisons, quand je connais les budgets des équipes que nous connaissons. Mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à travailler pour que tout l'environnement devienne professionnel. Et je sais qu'il y a un travail à faire parce que, contrairement à ce qu'on pense, je sais qu'il y a des jeunes ici dans le championnat du Sénégal qui gagnent des salaires très respectables dans le contexte local. Alors je pense que c'est un travail de communication et que aussi, je pense que ça va même au-delà de l'environnement du basketball. Je pense que c'est de travailler sur la conscience de toutes nos populations, toute notre jeunesse, parce que cet état d'esprit de penser qu'il faut aller ailleurs pour réussir ou signifier quelque chose. Je pense qu'il y a un combat à mener pour que les jeunes comprennent que si je peux rester ici, même gagner 500 000 francs par mois, et quand même c'est respectable. Mais s'ils ont la possibilité d'aller gagner plus ailleurs, oui, moi je conseille d'aller ailleurs, mais je sais que la plupart du temps, ils ne gagnent pas plus. Je pense que il y a un mythe, il y a un travail à faire. Et je les comprends, mais comme je dis, que ce n'est pas juste le problème du basketteur, mais peut-être qu'il y a un problème sociétal qu'il nous faut continuer, sur lequel nous devons continuer à travailler. Le sport n'est pas différent des autres aspects qui souffrent de ce problème. Alors, 2 questions avant de terminer. À quand une balle pour les femmes? Non, on reçoit la question souvent, mais aussi notre partenariat avec la FIBA, qui est notre partenariat dans la Basketball Africa League, nous investissons pour le développement du basketball féminin, mais aussi le développement du basketball à la base des compétitions de jeunes. Alors, il y a un travail à faire pour continuer de créer une masse critique, parce que aussi, je sais que le basketball féminin est très populaire ici au Sénégal. Moi, je l'ai dit partout. Mes inspirations, ce qui m'a attiré dans le basket, c'était nos équipes de Lyon qui gagnaient des titres d'affilée avec les Aya Pouye, avec les Mariama Ba, Kankou Koulibaly, etc. Je parle il y a longtemps. Ils ont gagné des titres d'affilée, les Mamati Mbeng, tu vois, Astoudiaïs, de grosses stars qu'il nous faut continuer à promouvoir. Vous les voyez pendant notre Basketball Africa League, on aime bien avoir tous ces exemples-là en première ligne. Alors, il faut que le basket féminin, je crois, se développe pour qu'il y ait
un bon nombre de pays qui peuvent présenter des équipes qui vont contribuer à créer un produit qui va être aussi apprécié. Alors, le jour va venir, mais comme je disais tout à l'heure, nous sommes en train de trouver d'autres moyens d'impliquer les joueurs et les basketteurs, les joueurs féminins dans le développement, aussi dans les stages qu'on organise. On va organiser un camp de moins de 23 pendant les finales. On a détecté 20 joueurs de plus de 5 pays qui vont bénéficier d'un camp sur 5 jours. Même au niveau de la NBA Academy, il y a aussi des programmes pour les femmes. Il faut développer le talent et pour en arriver où on peut avoir une ligue avec plus de 4 pays, parce que pour le moment, si on voulait le faire, l'essentiel, c'est juste pas d'avoir des participants, mais il faut du produit, il faut un produit de top qualité. Voilà, on va terminer avec cette question. Peut-être quel est votre plus grand challenge pour le basket sénégalais ainsi qu'africain? C'est juste de continuer à, je pense, à éveiller les consciences pour que tout le monde comprenne que c'est possible de faire des choses extraordinaires ici. Je me réjouis de voir au niveau ici de la Fédération sénégalaise de basketball le désir de calquer certaines de nos pratiques. Et c'est l'idée. Nous voulons partager ce que nous faisons. Nous sommes ici, notre siège est ici. Même le président, il s'en lamente parce que c'est un problème que je pense qui n'est pas compliqué à résoudre. Il faut que les gens, vraiment échangent. Au Rwanda, je l'ai vu, le championnat local, il commence à attirer des vedettes qui viennent de partout. Ils jouent dans une salle, il y a des professionnels qui viennent. Et je pense que la même chose est possible ici. Le challenge, c'est de comment professionnaliser tout l'environnement, comment retenir ce talent africain au-delà juste de la période de la Basketball Africa League. Parce qu'on n'a aucun problème quand on fait notre combine de voir des joueurs venir qui postulent, qui veulent participer dans des clubs qui sont qualifiés. Mais l'autre étape, ce serait que ces joueurs jouent dans les championnats locaux. Mais pour cela, il faut un travail d'ensemble, travailler avec les fédérations et que les fédérations aussi essaient de prendre des pas pour rendre leur ligue attractive. Et en tout cas, nous sommes ici pour booster, pour essayer d'influer, d'apporter en tout cas notre contribution pour le travail qui doit être fait pour que le basketball africain vraiment continue d'être respecté sur la scène mondiale. On nous respecte en termes du talent que nous délivrons. Si vous regardez toutes les équipes de la NCAA, même dans la NBA, il y a un nombre plus grand de joueurs africains, mais on veut cesser d'être qu'un pourvoyeur de talent. On veut développer quelque chose ici sur le continent avec ce talent et aussi du talent en dehors du terrain. Quand on parle de toute l'industrie qui va être développée autour du basketball, l'intérêt que les médias vont porter à ce sport va aider à attirer plus d'annonceurs. Merci beaucoup, Monsieur Fall. C'était un plaisir de vous recevoir ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et c'était un grand plaisir d'être avec vous et bravo encore pour l'excellent travail que vous abattez avec Seneweb. Merci.